Est-ce que tout le monde voit? Tout le monde voit partout? C'est bien. Alors d'habitude, je fais beaucoup d'interventions sur le terrain, mais depuis un petit moment, j'interviens sur d'autres thématiques qui sont des problématiques chez les entraîneurs. Alors des problématiques, ce n'est pas des problématiques, c'est une adaptation qu'on doit avoir en tant qu'entraîneur en permanence. Et le but de cette petite intervention, c'est d'échanger et de partager des expériences que vous vivez sur le terrain. Puisque tout ce que je vais vous faire voir, ça vient du terrain. C'est pas quelque chose que j'ai pris dans les livres ou que j'ai. Alors évidemment, je lis beaucoup, je picore beaucoup, j'apprends beaucoup à travers les autres sports, mais quand on est sur le terrain, et c'est là que tout se passe, il faut comprendre les gens qu'on entraîne, il faut s'adapter à eux, il faut avoir une pédagogie qui soit différente quelquefois. Et tout ça, il faut bien le mettre en place, il faut bien l'accepter. Aujourd'hui, quand François m'a appelé pour venir faire une intervention ici, il me dit qu'est-ce que tu veux faire. Donc, ça a été tout de suite un choix basket dans un premier temps. Et je lui ai dit, moi je peux vous parler de la génération Z. La génération Z, dans l'entraînement et la compétition, c'est une génération qui est à part. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après. Les thématiques comme ça, il y en a plein d'autres que moi j'aborde aujourd'hui qui sont un peu tabous. Dernièrement, j'ai fait par exemple une conférence sur l'homosexualité dans le basket féminin. Putain, les mecs ils m'ont regardé comme ça, les yeux, ils étaient... Donc, mais ça existe, c'est un fait de société, c'est sociétal aujourd'hui et il faut en parler. Moi, j'ai connu des entraîneurs qui ont voulu fermer les yeux par rapport à leur nationalité, par rapport à tout ça, et qui se sont trouvés confrontés à des gros problèmes dans la saison. Donc, il faut parler de tout. Il faut de l'empathie dans la vie aujourd'hui. L'empathie, c'est savoir parler avec les jeunes de plein de choses. La génération Z, c'est les concurrents un peu de la nouvelle génération qui arrive, c'est-à-dire la génération alpha maintenant. À chaque fois, il y a eu des chiffres, des lettres pour exprimer tout ça. On va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà. Donc dans la société d'aujourd'hui, les sociologues, ils ont repéré 4 générations. Alors, il y en a qui font partie, j'en vois, qui sont peut-être dans ma génération à moi, les baby boomers, des gens qui ont entre 55 et 65 ans à peu près, hein. Donc qui ont eu une certaine vision de la vie, de l'entraînement, de la discipline, de l'éducation, et qui quelquefois peuvent plus se mettre au niveau des jeunes qu'ils entraînent aujourd'hui, parce qu'ils sont persuadés que ce qu'ils ont vécu, comment ils ont fonctionné, comment ils se sont développés, comment ils ont appris, ça doit être pareil pour eux. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. La génération Y, c'est pas ou X, c'est des lettres qui sont attribuées par rapport à des tranches d'âge. Moi, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle-là. Génération Z. Née après 1995, la génération Z, si on parle des plus un peu, c'est quoi? C'est les gens qui ont le sens des valeurs. Hein, c'est le sens des valeurs. Ils sont bons pour l'esprit collectif. Alors, je vais vous expliquer, bons pour l'esprit collectif, pas forcément toujours dans le sport, pour faire d'autres choses. En plus, avec les moments qu'on vient de vivre, ils ont appris à vivre autrement. Et vous verrez pourquoi j'en parle de ça. Ils sont transparents, c'est-à-dire que voilà, ils ne sont pas là pour se cacher. Des fois, ils disent des choses, pas forcément avec la manière. Ils travaillent en réseau. Aujourd'hui, c'est très fréquent chez les jeunes, hein, dans une équipe. Il y en a un qui prend ça sous son aile, il organise un groupe WhatsApp et il informe tout le monde des déplacements, des horaires, s'il y a un changement, s'il y a un truc, etc. Hein, ça, ils aiment bien ça, mais on va parler de ça tout à l'heure. Ils sont assez originaux. La génération Z, je trouve que ça, c'est des gens qui
sont créateurs un peu, ils sont capables de trouver des petites choses qui peuvent être intéressantes. Moi, j'en ai qui sont venus me voir en me disant, tiens Laurent, tiens, pourquoi dans les entraînements on ne ferait pas ça? On n'y a pas pensé. Pour eux, ça leur paraît logique. Pour nous, ça nous paraît dépassé. Mais voilà, il faut s'adapter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les moins, ils sont défiants. Ils sont un peu impatients. Ils trouvent qu'on va passer vite des fois. Ils sont dispersés. Regardez les problèmes de concentration qu'on a dans les entraînements. Alors c'est pour ça que, on en parlera tout à l'heure, dans les exercices, donner des consignes précises, mais n'allez pas en donner 4, 5, 6 de suite, ou en même temps. Ils ne sont pas capables d'être concentrés sur ça. Ils peuvent être concentrés sur une consigne, quand elle est comprise, on peut passer à la deuxième, à la troisième, etc. Même s'ils peuvent avoir une capacité intellectuelle, c'est un problème de concentration qui sont liés à une autre occupation de leur cerveau. Je vais vous expliquer, notre génération à nous, quand on allait en voiture, en déplacement ou en vacances, on nous disait, tu comptes les voitures vertes, et après tu comptes le nombre de poteaux électriques, et puis après tu comptes le nombre de vaches qu'il y a dans le champ, etc. Aujourd'hui, les parents, ils n'ont plus de soucis. Ils accrochent une petite vidéo derrière, voilà. Et pendant 3 heures, 5 heures, 6 heures, nous, on n'était pas partis, on disait, mais quand est-ce qu'on arrive, papa? Eux, ils sont occupés. Leur cerveau est toujours occupé. Il n'y a plus de temps de latence. Ils sont toujours pris, toujours occupés. Donc, ils sont concentrés sur un truc, mais pas sur le reste. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ils ont des problèmes de concentration. Dernier point, qui est un moins, peut-être, ils sont exigeants. Plus avec les autres qu'avec eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que il n'arrive pas à me faire une passe, il n'arrive pas, voilà, il n'a pas compris le truc, il sait pas. J'ai perdu la balle, mais c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Voilà. Ils sont exigeants, mais plutôt avec les autres. Alors le Z, c'est pour parler évidemment de la génération zapping. Hein. Vous allez regarder les jeunes à la télé aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne regardent jamais une émission presque entière, ils sont toujours en train de zapper. Là, pareil, dans les entraînements, ce qui était bien avec les jeunes tout à l'heure, c'est qu'ils proposent beaucoup d'exercices. Voilà, ils ont besoin de ça. Ils ne veulent pas rester 30 minutes sur la même chose. Ça les fatigue. Ils ne se concentrent plus. Ils n'y arrivent plus. Et après, ils vous remettent en question. Sans compter que, quelquefois, il y a les parents aussi qui arrivent. Ils sont curieux, ils sont lucides, ils sont informés, sans être désabusés. Pourquoi ils sont informés? Parce que moi, je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a des entraîneurs qui, dans les équipes, quand ils sont à table, on dit on enlève le portable. On arrête ça. Alors moi, j'étais longtemps à faire ça, hein, très longtemps, parce que je voulais pas que les gens ils soient. Moi, j'ai eu des Américains, par exemple, ils étaient à table, ils regardaient un film pendant qu'on mangeait. C'est vachement sympa pour une cohésion d'équipe, ça. Hein, regardez ce qui se passe aujourd'hui quand vous partez en déplacement. Alors, si vous faites du sport de haut niveau, regardez ce qui se passe. Les mecs, ils arrivent, ils foutent leur sac dans le car. Première chose qu'ils font, ils prennent une petite vidéo, ils mettent un casque sur les oreilles, et puis voilà. Nous, quand on partait en déplacement, on jouait au tarot, on avait du partage, on avait quelque chose. C'est plus pareil. Mais c'est comme ça. Ils sont informés, pourquoi ils sont informés? Parce que dès qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, ils vont voir un petit appareil là, et dessus, ils peuvent savoir tout de suite. C'est comme ça. Ils partagent tellement de choses qu'ils sont dans l'image, ils sont dans l'instantané. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Une année, j'étais à Orléans avec Cholet Basket et on allait jouer là-bas. Donc on est arrivé la veille, comme on fait d'habitude, on s'entraîne le soir et tout. Le lendemain matin, on se lève et au petit déjeuner, quand j'arrive au petit déjeuner, il y avait Marion Cotillard et Guillaume Canet qui étaient là avec leur fils parce que le père à Marion Cotillard, il est chef d'orchestre, je ne sais pas quoi, ils étaient venus faire le truc. Bon, je vais les voir, je dis bravo pour ce que vous faites, c'était sympa, etc. Les espoirs arrivent, l'équipe espoir. Espoir qui correspond juste dans cette génération-là. Première chose, on peut prendre une photo avec vous, etc. Bon, tout de suite, il n'y a pas de bonjour, bravo pour ce que vous faites, etc. Eux, ils ne savent pas. Marion Cotillard, Guillaume Canet, une photo, tout le monde là. Le soir, à 18h30, il y avait 15 000 personnes qui avaient vu la photo sur le site de Cholet Basket. Vous imaginez, voilà, ils sont dans ça, dans l'image, c'est dans l'instantané. Ils ont grandi avec Internet, évidemment. Ils sont ultra connectés. Je ne sais pas si de temps en temps, vous allez à Paris, vous prenez le métro. Regardez dans le métro, quand vous prenez le métro,
Moi, l'autre jour, j'étais assis comme ça et je regardais. Il n'y a pas un mec qui regarde de temps en temps pour savoir s'ils sont bien arrivés. Autrement, ils sont tous la tête sur les trucs. Regardez les jeunes aujourd'hui dans le vestiaire. Vous êtes à peine arrivés dans le vestiaire pour faire le débriefing et à la fin d'un match. Première chose qu'ils font, ils prennent leur portable. Le message, la photo, l'information qui va défier tout ça, etc. etc. C'est... Oula, c'est ce que j'ai fait. Attendez, je repars avec le diaporama. Tac. Voilà. Ils sont exigeants, bon j'en ai parlé. C'est souvent des gens aussi qui étudient tout, qui sont étudiants. Regardez les études aujourd'hui chez les jeunes, quand ils sont étudiants, hein, bon, ils vont jusqu'à 21 ans, après ils disent ah, tiens, on va faire un master, 23 ans, puis après, oh, tiens, je vais faire. Ils n'ont pas. Ou alors, ils sont tout de suite. Il y a beaucoup de créateurs aujourd'hui et toutes les startups, c'est quoi? C'est des gens de cette génération hein, qui ont créé des. Hein, j'écoutais hier à la radio à RTL le mec qui a créé Blablacar, par exemple. Un mec d'Angers qui a lancé son truc, il l'a vendu au bout de 2 ans et aujourd'hui c'est la SNCF qui a racheté ça. Bon, c'est quoi? C'est une idée de dire voilà, on va se déplacer à plusieurs dans une voiture pour faire des déplacements. Un truc super. Bon, voilà, ça c'est des gens qui sont des entrepreneurs en herbe, qui sont des gens qui peuvent se développer. Ils ont besoin de communication, ils ont besoin de collaboration, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toujours. Regardez, ils sont. La soirée étudiant, par exemple, le jeudi soir, hein, la soirée étudiant, tu ne la rates pas celle-là. Hein. Il faut rater le devoir du matin parce que tu t'es pas levé le vendredi, parce que mais la soirée étudiant, voilà, ils ont besoin d'être ensemble, de connexion, de créativité, et surtout, et ça c'est important, ils veulent être responsabilisés. Ça, dans vos entraînements, ils veulent être responsabilisés. Alors, comment? Comment je vais vous l'expliquer après, mais par exemple, nous, dans notre travail, on leur mettait dans le planning, voilà, il y avait un responsable matériel. Le mec, il est responsable pendant une semaine du matériel, des ballons, de ramasser les plots, de ramasser les machins, etc. Il est responsabilisé dans un truc. Il y en avait un autre, c'était organiser, par exemple, quand on fait le stage en début de saison, organiser des petits jeux pour apprendre à se connaître. Voilà, essayer de trouver des choses. Donc, il était responsabilisé. Enfin, vous avez plein de schémas comme ça qui permettent aux gens d'apprendre à se connaître. Bon, voilà. Besoin de considération, sinon ils sont en danger. Ça, c'est pareil. Alors, ça arrive dans les équipes comme ça, où il y a une différence de niveau. Il y a une différence de niveau. Évidemment, ceux qui sont là techniquement, dans le basket, dans le résultat, on s'en occupe plus, on a plus confiance en eux, on les fait plus jouer, etc. Les autres, on les considère moins. Et là, attention. Là, il peut y avoir danger. C'est un peu le rôle des équipes qui ont établi une hiérarchie en disant on fait jouer, alors on joue qu'avec une hiérarchie qui est bien établie au départ, donc c'est clair avec les gens, hein, les 2 meneurs, les 3 extérieurs et les 3 intérieurs. 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc on dit voilà, ma hiérarchie ça sera ça. Donc les rotations, on tourne à 3 pour les extérieurs et les intérieurs, et les 2 meneurs on tourne à 2. Mais on ne joue pas qu'à 8 au basket, on joue à 10, voire à 12. Et les remplaçants, il faut les considérer. Parce que le jour où vous avez un blessé, le temps que l'américain ou le truc il arrive, c'est eux qui jouent. Et s'ils n'ont pas eu de considération, s'ils n'ont pas été reconnus, si on les a pris pour des rigolos, si on leur a pas donné leur chance, si on est toujours à crier dessus, le jour où ils arrivent dans l'équipe, on ne les voit plus. Ils ont disparu. Donc dans cette génération-là, la considération c'est important. S'ils sont déresponsabilisés, ils se désengagent de tout. C'est-à-dire si vous ne les faites pas confiance, on va parler tout à l'heure de la confiance, la communication particulière qu'il y a avec eux, ils s'en foutent. Alors, chez les filles, notamment, dans le basket féminin, U15 à U18, il y a énormément d'arrêts dans ces registres-là. Alors c'est pas d'aujourd'hui, mais ça sera encore plus demain, parce qu'ils ont d'autres choses. D'autres choses. Donc il faut, voilà.
les rassurer, les encourager même dans l'échec, leur donner voilà, de la considération, leur donner de la confiance, leur apporter aussi du soutien, des fois du soutien, parce que c'est une période qui est un peu l'adolescence, c'est délicat. Et pour se développer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein, dans la pédagogie, dans le langage, notamment dans le basket féminin, il faut être vigilant. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis à la fin, attention au langage et au discours. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a une différence entre le basket féminin et le basket masculin dans cette génération-là? Oui. On fait le même sport, mais on ne fait pas le même jeu. Alors pour des critères physiques que vous connaissez, donc la verticalité, le physique, l'engagement, etc. Mais surtout dans le fonctionnement du management que vous avez avec ces gens-là. Par exemple, je vous donne un exemple, un entraîneur qui hurle après une équipe sur un temps mort, etc., je pense qu'il a perdu de la crédibilité sur son équipe. Chez les filles, il ne faut jamais échafauder. Il y avait un exemple, par exemple, qui était Pierre Vincent, je ne sais pas si vous l'aviez vu quand il était entraîneur de l'équipe de France, jamais d'affolement. D'accord? Avec une méthodologie très facile. Le recadrage, ça fait partie des choses, mais tranquillement, donner une solution pour repartir. Ça, c'est un bon management pour le basket féminin, par exemple. Chez les mecs, c'est une autre approche, c'est une autre façon de voir les choses. Tellement on est frustré, des fois, quand on coach, on a envie de se livrer, on a envie ça déborde, quoi. Voilà, on se lâche complètement, on devient même méchant, on sort des mots, et derrière, il faut compenser, parce qu'il y a toujours des souvenirs. Il ne faut pas oublier que les gens ont quand même une mémoire. Ils n'ont pas tous Alzheimer, hein. Ils ont quand même des qualités mémorielles qu'il faut respecter. Alors pour vous qui êtes entraîneur, avec ces gens-là, il faut une communication qui soit particulière. Il faut les impliquer pour qu'ils soient acteurs majeurs de leur entraînement. C'est-à-dire quoi? C'est un entraînement dans cette génération-là, il faut qu'il soit varié, il faut qu'il soit dynamique, il faut que tout le monde s'y retrouve, il faut que tout le monde soit impliqué, je dis bien impliqué, et il faut de l'empathie avec tout le monde. Tout à l'heure, je discutais avec François, je vais vous donner un exemple. Rudy Gobert, quand il était cadet à Cholet Basket, il n'y a pas un mec ici, ou une fille, qui aurait mis un copec sur lui. Pas. Vous l'auriez vu jouer, c'était... Bon. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs pivots défensifs du monde. Quand il est avec l'équipe de France, bon, vous voyez que quand il n'y est pas, ça change quand même tout, d'une année sur l'autre. Enfin bref. Tout ça pour dire que l'empathie, il faut en avoir. Il était moins bon que les autres, peut-être, mais il est devenu très fort. Donc aujourd'hui, et on en parlait avec François tout à l'heure, il faut considérer tout le monde, quel que soit le niveau qu'il a au départ. Parce qu'il y en a qui se développent plus tard. C'est tout. C'est comme ça. Et c'est pour ça que dans cette génération-là, ils croient en eux, ils sont motivés, ils ont leur panier chez eux, et voilà, ils viennent au basket et des fois ils ne prennent pas de plaisir, ils ne s'amusent pas, on ne les respecte pas. Ils n'ont plus cette notion d'être impliqués dans les entraînements. Et vous, les entraîneurs, c'est votre rôle, ça. Et puis ils ont besoin aussi de comprendre des choses. Pourquoi on fait ça? Hein? Il y a des gens, alors ça c'est pareil, il y a des personnes, mais tout le monde est comme ça. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de faire les choses pour les comprendre, puis il y en a qui ont besoin de comprendre les choses avant pour les faire. Donc c'est une démarche qui n'est pas la même. Et chaque individu est différent. Vous comprenez ça? Vous voyez ce que je veux dire avec ça? Hein, il y en a qui disent bah moi ça y est, je l'ai fait sur le terrain, mon exercice, je l'ai compris, ça y est, j'ai compris le truc. J'ai compris ce que tu veux me dire. Par contre, il y en a d'autres qui disent bah, tu ne me l'as pas expliqué avant. Comment tu veux que je comprenne? Parce qu'il y en a qui ont besoin d'une autre façon de communiquer. Hein, c'est important. Alors, il faut adapter ces contenus techniques collectifs. Les adapter, ça veut dire quoi? Il faut qu'ils soient un peu acteurs. Hein, c'est le management participatif qu'on appelle ça. C'est ce qu'a lancé un peu Claude Onesta en France.
avec des générations de handballeurs, et qui a bien fonctionné. C'est-à-dire que il faut que dans les entraînements, des fois, ils soient interrogés. Tiens, voilà, toi, t'as fait ça, là, est-ce que tu penses, parce que c'est eux, hein, est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut qu'on défende? Est-ce que tu étais bien dans l'espace? Il va vous dire, bah oui, si j'étais là, c'est parce que... Bon, et puis, il peut y avoir un échange qui est constructif. C'est pas lui dire, je te dis de faire ça, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Voilà. Dans l'approche, dans la communication, c'est pas pareil. Il est acteur de ce qu'il va faire. Voilà. Moi, par exemple, le règlement intérieur, quand j'étais chez les baskets, je l'ai fait avec les joueurs. Parce que pour le faire accepter, c'est beaucoup plus facile que d'imposer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Quand il est fait avec les joueurs, et c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui l'avez signé, on le met en pratique. Si tu n'es pas d'accord, tu te mets 9 ou 10 copains ou 11 copains à dos. Mais au départ, tu étais partant. Tout le monde l'a validé. Ah oui, donc l'approche n'est pas la même. Apporter de l'originalité dans l'entraînement. Par exemple, mettre de la musique. Les mecs, ils disent, attends, je vais mettre de la musique complètement. Mais si, quelquefois, quand on faisait du physique, nous, eh ben, le temps, les 30 secondes, par exemple, qu'il y avait avec le travail, on mettait de la musique. Puis quand ça s'arrêtait, hop, ben, on repartait sur... Bon, ça change les choses. Ça change. Voilà, c'est un peu d'originalité dans votre travail. Faire des jeux. Les mecs, ils adorent les jeux. Des fois, on s'emmerde à faire des trucs, on cherche sur des bouquins, des jeux simples. Des trucs très simples. Moi aussi, ce que je faisais souvent, un échauffement par un joueur. Donc, par exemple, le lundi matin, j'avais dit la semaine d'avant, j'ai dit, tu me fais un échauffement de 20 minutes, progressif, mais tu ne dois pas faire ce que nous on fait. Donc, ça l'oblige un peu à se creuser la tête, de se mettre à la place de l'entraîneur, donc d'être respecté par les autres, voilà, de comprendre ma position quand moi je le fais, et puis intéresser les autres joueurs, qui des fois rigolent, qui s'amusent, etc., mais ça paraît pas, mais on s'échauffe. Alors des fois c'est un peu n'importe quoi aussi, parce que les mecs ils pensent pas que pour commencer un échauffement il faut y aller progressivement, des fois ils commencent tout de suite à esprit, tout fait la magie. Enfin, je leur dis, attendez, on les guide. Mais voilà, ça change un peu tout ça. On sort de l'ordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, peut-être. Hein. Alors, c'est des gens qui imitent beaucoup. Ils regardent tous les highlights à la télé, là, vous savez, ou sur les réseaux. Alors moi, des fois, je leur dis les réseaux de cas sociaux. Alors, ils n'aiment pas ça quand je leur dis ça. Parce que, c'est un peu ça quand même. La façon de communiquer aujourd'hui, c'est pas d'être anonyme avec un pseudo pour communiquer, pour tailler quelqu'un. Voilà. Eux, leur communication, c'est surtout le texto. Moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le vois dans les yeux, je regarde bien et je te dis les choses. Eux, ils ont l'impression que quand ils envoient un texto, ils communiquent. Et c'est pas la même approche. On peut se cacher derrière un texto. Et quand on est en face d'une personne, il y a des réactions. Il y a la communication non verbale, il y a les attitudes, il y a tout ça. On va en parler après. Donc ils veulent tout de suite reproduire les choses, reproduire ce qu'ils ont vu. Alors quelquefois, ils ne sont pas capables de le faire, mais ils veulent essayer. Il faut les laisser. Moi, je vois par exemple à la fin des entraînements, les mecs ils sont engagés à faire des trucs en tournant, machin, un coup à se foutre une cheville et tout ça, mais ils veulent le faire. Et là, ils se rendent compte que c'est dur, c'est difficile. Donc pour passer à une étape comme ça, il faut travailler, il faut faire autre chose. Mais c'est bien. Là, c'est une cause perdue, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, moi, je trouve que la culture tactique, ça s'est développé. Moi, j'ai discuté avec des joueurs des fois, et j'aime bien partager ça. Quand on prépare un match, je dis, bon, t'as vu la vidéo, là, qu'est-ce que t'en penses, là? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu ferais contre cette équipe-là? Il me donne des idées. Il est sur le terrain, hein, c'est lui qui joue. Hein. Si vous n'avez pas les joueurs avec vous, vous n'êtes rien. Hein. C'est eux qui jouent. Hein. Donc de les écouter, qui proposent quelque chose, vous faites le tri après. C'est vous qui décidez pour finir. Mais, voilà. Le gars, il me dit, voilà, il m'a écouté, il a vu ce que j'ai voulu dire, il a compris voilà, comment on peut aborder tactiquement le match.
je le demande à 2 ou 3 personnes. Quelquefois, quand c'est un joueur intérieur qui est dominant dans une équipe, je vais voir les pivots, je leur dis, tiens, qu'est-ce que tu penses là? Voilà, tu passes devant, tu veux rester derrière, tu veux qu'on trappe, comment tu sens le truc là? Comment tu... Non, non, t'inquiète pas, moi je peux le tenir, je vais passer devant, je vais me battre pour. Bon, c'est à leur initiative, c'est eux qui. Derrière, si ça ne fonctionne pas, vous êtes un peu plus à l'abri. Alors, ce n'est pas une protection, parce qu'on est là tous pour gagner les matchs hein, quand on est à haut niveau. Mais ils sont concernés par ça. Et je trouve que quand on discute avec eux tactiquement, c'est beaucoup plus développé qu'avant, dans les générations que moi j'avais avant. Je ne sais pas pourquoi, parce que certainement qu'ils voient plus de matchs, ils voient plus de vidéos, ils voient plus de choses comme ça. Et cette culture-là est intéressante. Alors, la posture d'entraîneur pendant les séances. Alors, bon, évidemment, c'est pas l'anarchie. Il y a des règles. De toute façon, aujourd'hui, les gens, ils fonctionnent avec des règles. Alain Prost, c'est pas parce qu'il a été champion du monde de Formule 1 qu'il grille les stops. D'accord? Il y a des règles. Il faut des règles. Dernièrement, je suis intervenu dans une banlieue, à côté de Paris, avec des jeunes. Eux, leur repère, c'est les règles. Comme ils n'en ont pas dans leur éducation, ils font tout et n'importe quoi, c'est l'anarchie. Les règles, ça permet de fonctionner ensemble et en équipe. Trouver l'équilibre, trouver l'équilibre entre la discipline demandée par le jeu, hein, il peut y avoir de la discipline dans le jeu, etc., et le besoin de donner des espaces de créativité aux joueurs. Le joueur ou la joueuse, à des moments, par exemple, je pense à vous connaissez Johannes, qui joue à Lyon et qui est en équipe nationale. C'est une joueuse qui est atypique, qui n'est pas passée par le centre fédéral, qui a été formée à Mondeville, qui a besoin de liberté dans le jeu pour s'exprimer. Voilà. Alors, des libertés dans le tir, des fois, elle prend des tirs sur un pied, bon, elle fait des choses qui sont... Mais c'est sa façon de jouer. Elle a du talent pour ça. Donc, il faut lui laisser des espaces pour s'exprimer. Si vous la cadrez dans un truc très fermé, elle ne peut plus jouer, elle ne peut plus s'exprimer. Voilà. Et il y en a plein comme ça, des joueurs. Moi, j'avais par exemple un joueur qui était très fort à un contre un. À un moment donné, dans un mouvement qu'on avait mis en place, il se retrouvait tout seul. Et là, il avait un rôle à jouer. Faire une faute, aller poser un panier, ou s'il y avait les aides, lâcher les ballons. Bon, voilà. Mais il savait son rôle exact, et c'était sa créativité qui permettait, d'ailleurs dans le jeu aujourd'hui, je me permets de vous le dire, regardez ce qui se passe dans les matchs d'Euroleague, si vous les regardez encore un peu, parce que malheureusement la télé on ne voit plus beaucoup de basket, vous apercevez que la tactique elle est là, mais c'est surtout la créativité qui fait la différence. Elle est importante. Préparer sa séance, alors ça paraît toujours anodin en disant voilà, mais je pense que dans les formations de cadre on vous le dit, préparez votre séance. Préparer sa séance, ça demande un peu de... On travaille un peu les méninges, on essaye d'avoir une réflexion, on donne du sens un peu à ce qu'on fait. Et puis surtout, le fait d'avoir ces entraînements les uns derrière les autres, on évite de faire les mêmes choses. Ça n'empêche pas qu'on peut les faire aussi, hein, pour répéter des exercices, mais c'est surtout construire un projet dans le temps pour faire progresser et développer les joueurs qu'on a. Par exemple, moi je trouve des exercices de groupe, de motivation, et les mecs ils aiment ça, ils s'encouragent. Un exemple, vous connaissez certainement, très simple, sur un terrain de basket, voilà. Vous l'avez déjà fait. Hein. La différence c'est que vous savez quoi. Trois joueurs ici, voilà, trois joueurs là, trois joueurs ici. Voilà. Ceux qui sont ici ont un ballon, ceux qui sont ici ont un ballon, ceux qui sont ici ont un ballon, ceux qui sont ici ont un ballon. Donc là, on fait le truc classique, il y a trois passes à faire, une, deux, celui qui est là, il finit, trois. Voilà. Puis, les deux autres arrivent là, ils reçoivent un ballon ici, ils ont le shoot, et puis l'autre ils reçoivent un ballon ici, ils ont le shoot ici. Ça, tout le monde fait ça, tout le monde connaît cet exercice. Sauf que, en 3 minutes, il faut réussir 60 paniers. Allez voir. Le mec qui fait une mauvaise passe, le mec qui court pas, le mec qui rate son lay-up, le mec qui... Voilà, vous allez voir comment ça se passe. Et en 4, 5, 6 fois, parce que
que là, vous allez vous rendre compte de quelque chose qui est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la concentration. La concentration. Le mec qui est pas prêt à partir, le mec qui n'a pas anticipé, qui n'a pas pris le gros bon endroit, qui prend un tir, voilà. Bon. Et à la fin, 56. Ouh, putain, il faut recommencer. Ouais, les mecs, attention, concentrez-vous. C'est eux. Nous, on fait que répéter le schéma. Ils ont un objectif à tenir, à réussir. C'est eux qui s'encouragent, c'est eux qui se parlent. Arrête de tirer comme ça, si tu tires comme ça, on ne gagnera pas. Voilà, ils se font leur autodiscipline. Ils se motivent comme ça. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, il y en a plein, hein, on en a plein, nous, on en avait une dizaine de trucs comme ça, des petits challenges comme ça, qui permettent aux joueurs de s'impliquer, d'être motivés, et puis de travailler, malgré tout, physiquement, l'adresse, la passe, les engagements, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, sur la posture de l'entraîneur et sur, vous avez parlé de répétition, c'est quelque chose qui est important, enfin qu'on a l'impression de souvent, enfin voilà, de faire tout le temps de la répétition. Il y a des courants qui sont en train de sortir, qui ressortent sur la pédagogie différentielle avec Wolfgang Scholz, et qui dit lui, en fait, pour la formation, ils ne font jamais de répétition. Et moi, j'entends ces choses-là et j'essaie. Non. Je ne sais pas comment. Oui, alors, je te dis tu. Ouais. Je vais t'expliquer. Moi, dans ma formation d'entraîneur, tout au départ, je suis tombé avec un entraîneur américain qui s'appelait Tom Baker. Les Américains, c'est répétition, répétition, répétition. Voilà. L'année d'après, ou 2 ans après, Jean Gall, qui était à l'époque entraîneur de l'équipe de France, lui, c'était exercice, 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 exercice. Bon. Les deux ont des résultats. Ouais. La méthode de l'un et la méthode de l'autre est bonne. Sauf que quand moi j'ai vécu ça, je me suis dit, les deux méthodes sont bonnes, mais je pense qu'il faut les mélanger. Et ça m'arrive de faire beaucoup de répétitions, notamment chez les jeunes, chez les très jeunes. Moi, je répète beaucoup les choses, parce que on fait faire du 5-5 ou du 3-3, on ne sait pas shooter, on ne sait pas dribbler, on ne sait pas passer, mais on n'a aucun fondamental. Par exemple, Tom Baker, je sais que tous les entraînements, mais systématiquement, d'ailleurs à la fin, il réunissait les joueurs, il leur disait, bon, on se met à la ligne de fond, et c'était parti. Et les mecs, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. C'était une répétition permanente. Permanente, 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 permanente. Bon, mais il a réussi, hein. Des Antoine Rigaudot, des Jim Bilba, voilà, qui sont passés avec moi et avec lui, ils ont été des joueurs référents. Bon, c'est la répétition, ça. Et il faut mélanger les deux. Il faut mélanger les deux. Alors, chez les jeunes, c'est un peu rébarbatif de faire toujours les mêmes choses. C'est chiant, même. Les mecs, ils s'ennuient au bout d'un moment. Mais on peut partir d'un exercice, voilà, le travailler pendant 15 jours, ou 10 jours, si on s'entraîne tous les jours. Il a acquis, il est mieux compris, on passe à un deuxième, avec une petite variante, quelque chose qui va... Bon, voilà, on franchit les paliers comme ça. Par exemple, sur le 1 contre 1, je vais te donner un exemple, sur le 1 contre 1, quand j'étais à Valenciennes, avec des joueuses expérimentées, hein, des joueuses de qualité, des joueuses... On a travaillé 1 an sur le 1 contre 1. 1 an. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a travaillé le 1 contre 1 dans sa globalité, puis après on a travaillé le 1 contre 1 par poste, et puis après on a travaillé le 1 contre 1 pour que ça serve à quelque chose dans le collectif, et puis après on a travaillé le 1 contre 1 pour la fixation et la passe. Donc ça a été un échelonnement sur une année pratiquement. Et il y a des filles qui viennent me voir et me disent, putain, mais tu nous fais chier avec le 1 contre 1, parce que c'est vrai que le 1 contre 1 c'est vachement sollicitant. Hein, quand on fait du 1 contre 1, alors pas du 1 contre 1, hein, les trucs... Il y a déjà, il faut qu'il y ait de l'intensité, il faut qu'il y ait de l'agressivité, il faut qu'il y ait de la bagarre défensive, il faut qu'il y ait de la... Voilà, bon. Et puis, le fait de jouer l'une contre l'autre quand on est un peu concurrent dans une équipe, voilà, on veut prouver... bon, il y a un peu d'engagement. C'est sollicitant, c'est dur, le 1 contre 1, mais on s'aperçoit de quoi? Si vous faites un 1 contre 1 avec un départ au milieu sur un 1 contre 1 là-bas, vous allez voir sur 10 1 contre 1 combien il y a de paniers au bout. Bon. Et puis nous, ce qu'on avait pensé quand on a fait ça, c'était aussi faire du 1 contre 1 pour être créateur de son tir. En France, en Jeep Elite, maintenant c'est Betclic Elite, c'est ça? Ou Betclic Pro A, je ne sais plus comment on dit ça. Il y a 5 mecs qui peuvent créer leur tir.
dont un qui est arrivé à Monaco, Mike James, qui est un mec exceptionnel, mais il y en a très peu. En filles, il y en a très peu. Des joueuses qui sont capables de créer leur tir toutes seules, sans avoir besoin des autres. Et bien ça, c'est un travail de longue haleine, c'est vraiment du boulot. Alors quand je dis trouver des exercices de motivation, etc., par exemple celui-là, que je viens de vous faire voir, on le fait dans le mois, on le fait 4 fois. Parce qu'en même temps, on travaille le travail physique, on travaille la dynamique de groupe, on travaille le challenge, on travaille le management participatif entre les gens qui sont concernés par l'exercice, et vous êtes... voilà, ça se déroule. Hein. Donc, au fur et à mesure qu'on le fait, par la force des choses, s'il y a de la concentration, il est mieux fait. Parce qu'on veut réussir 3 minutes, 60 paniers. Je pense que là, il ne pense plus à la répétition de l'exercice. Là, il pense au challenge qu'il y a à faire. Et c'est une autre approche de motivation qui... Alors, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez, voilà, pour répondre à ta question. Alors, la posture... Pardon, ah oui. Une autre question par rapport au mix justement des générations. Là, la génération Z de 95, ils peuvent être majoritaires. Maintenant, il y a toujours aussi des générations Y différentes qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques ou les mêmes attentes. Et quel mix on peut trouver justement dans la gestion d'équipe, parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes. Ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ça s'appelle le management de la diversité. Alors, le management de la diversité, c'est quoi? La diversité, c'est 2 générations qui, évidemment, à un moment donné, se chevauchent. Hein, parce qu'il y a les anciens et puis il y a les jeunes qui arrivent. Puis après, il y a encore les autres qui vont arriver derrière. Je vous donne un exemple. Victor voilà, c'est mieux que moi. Lui, il arrive dans une équipe de Villeurbanne, il a 17 ans ou 18 ans, je sais pas, il joue avec des mecs qui en ont 35. C'est exceptionnel, hein, comme joueur. Mais à un moment donné, il passe au-dessus de toutes ces générations-là, parce que lui, il est dans la génération alpha, lui, il n'est plus encore dans la génération Z. Mais il a tellement de caractère et de force, c'est que, voilà, il est au même niveau que les autres. Le plus difficile, c'est quand une génération, par exemple, Y avant, Z, la Z, le mec qui est expérimenté, qui a 35 ans, etc., et puis que l'autre, il passe devant. Il passe devant, alors, dans la hiérarchie de l'entraîneur, dans les entraînements, il domine physiquement, parce que c'est normal, hein, à un moment donné, tout ça, c'est la nature hein, qui fait que les gens, ils progressent ou ils ne progressent pas d'ailleurs. Mais le but d'une équipe, c'est que quand il y a un jeune qui rentre dans une équipe, c'est qu'il arrive à se mettre au moins au niveau des autres, et surpasser. Hein, c'est ça. Et quelquefois, c'est mal accepté. Quand on dit ils sont défiants, la génération d'avant, c'est pareil. Alors, il y a les plus et les moins aussi de l'autre côté. Hein. Il y a des avantages aussi. Hein. Par exemple, ils sont plus conciliants, la génération Y. C'est-à-dire qu'ils acceptent plus facilement certaines choses. Mais dans les caractères des gens, c'est loin d'être évident. Quand je dis le management de la diversité, dans une équipe par exemple de Pro A aujourd'hui, vous avez un Américain, vous avez un Serbe, vous avez un Russe, vous avez un Italien, vous avez un Algérien, vous avez des gens qui ont des us et coutumes différentes des nôtres, qui ont appris le basket d'une façon différente des nôtres, qui ont une éducation qui est complètement différente les unes des autres par rapport à leur pays d'origine, etc. Et c'est normal. Et tout ça, il faut que ça fonctionne ensemble. Donc là, c'est plus une question de génération Y, Z, etc. C'est amener des gens à s'impliquer, trouver un objectif, tirer, vous, en tant qu'entraîneur, tirer le maximum d'eux-mêmes pour gagner des matchs. Et quand on sait qu'en Pro A aujourd'hui, chaque équipe, chaque année, change 70 ou 80% de son effectif, pour des raisons économiques, de changement de joueurs, machin, etc., vous imaginez que c'est très compliqué. Alors, dans les catégories où vous chevauchez des générations, parce que là, tu dis, attends, là, tu ne fais plus partie de l'équipe. Là, tu es en train de tailler l'équipe, tu es en train de la casser l'équipe.
Donc à un moment donné, voilà. Donc faire accepter ça, des fois, c'est pas si évident que ça. Mais si les gens ils comprennent que c'est pour le bien de l'équipe et que c'est de gagner des matchs, ça c'est super. Hein. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple que moi j'ai vécu. Hein. J'ai eu des joueuses, par exemple, à un moment donné, en dehors du terrain, mais elles ne s'entendaient pas du tout. Mais pas du tout. Elles se détestaient, elles ne sortaient jamais ensemble, elles n'allaient pas faire de bouffer ensemble, aller au cinéma, jamais. Par contre, quand tu rentrais sur le rectangle, là, c'était à la vie ou à la mort. C'est-à-dire que là, ça fonctionnait ensemble. Ça, c'est les modes opératoires, social, etc. Vous connaissez. C'est le même problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens, dans une génération, ils ne s'aiment pas, qu'ils ne vont pas fonctionner ensemble. Où c'est le plus difficile, c'est dans l'entreprise aujourd'hui. Mais dans le sport, ça reste encore... combien de fois, vous avez ça aussi dans votre vision. Oh putain, cette année, on a fait une super équipe. On a une belle équipe cette année. Vraiment une très belle équipe. Tiens, je parlais il y a 15 jours avec Antoine Michon à Châlons. Il dit, t'as une bonne équipe et tout ça, c'est une super équipe et tout. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, il perd pourquoi? Pour plein de... Il y a plein de choses. Donc, des fois, l'entraîneur, il ne veut pas écouter puis il devient aveugle. Hein, moi, le premier. Des fois, j'écoutais pas les gens. En fait, je me rappelle quand j'étais à Toulouse, j'avais un ancien joueur de haut niveau qui venait me voir le lundi matin, comme ça, il venait voir tous les matchs. Hein. Il venait me voir, puis il me lançait 2 ou 3 trucs comme ça. Tiens, fais non ça avec ton joueur. Là. Là. Quand on est un jeune entraîneur, puis avec du recul, il me dit putain, il faut l'écouter, mais ce qu'il répond, c'est pas idiot, ça a du sens, ça a du bon sens. Et pour dire que on a besoin de tout le monde pour réussir. Tout seul, on ne peut pas le faire. Le mec qui dit j'ai une bonne équipe en début de saison et puis qui a perdu 5 matchs sur les 6 qu'il a joué, il dit mais mon équipe elle est pas mal, mais être pas mal c'est bien, gagner les matchs c'est autre chose. Et là après, les parasites ils commencent à venir autour. C'est-à-dire il y a le président, il y a la pression des partenaires, il y a le public. Je ne sais pas si vous avez regardé un match de foot hier soir qui a commencé à 22h à la place de 20h30. Bon, pour des phénomènes voilà, qui sont autres, mais c'est lié à tout ça au départ. Hein. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Attention à la communication non verbale avec cette génération. Par exemple, le mec qui est sur le terrain, qui est toujours ah, mais c'est pas possible, mais arrête de... Ça, c'est la pire des choses. Les gestes, alors, tout à l'heure, vous allez partir, je vais vous donner un bouquin, je vais vous le donner. Dedans, il y a une partie management, une partie technique, une partie tactique. Et à un moment donné, il y a une partie sur la communication non verbale. Vous verrez, après, c'est des choses que j'ai partagées moi, quand j'entraînais. Et j'ai fait des erreurs, hein, comme tout le monde, hein, parce que tout le monde fait des erreurs. Et on s'aperçoit que ça, un joueur, on ne s'en rend pas compte, hein, mais il le perçoit beaucoup plus que quand on parle avec lui. La façon d'intervenir sur le banc de touche, elle est primordiale. Dans les attitudes, dans les comportements, dans la façon d'intervenir, de dire les choses, les bras, les trucs, le mec qui fait comme ça, c'est mal perçu, très mal perçu. C'est dangereux. Il faut donner des consignes précises. Je pense que c'est des gens qui sont intellectuellement capables, cette génération-là, de comprendre des choses. Donc, de leur donner des consignes précises, pas 25. Ils ont pas, alors, sauf si vous faites du haut niveau. Du haut niveau, vous répétez dans la semaine, vous voyez des vidéos, mais quand vous êtes dans des catégories U18, U15, U13, bon, donnez quelques consignes sur certains matchs pour qu'elles soient respectées, et puis qu'on dit, tiens, sur ce match-là, ben, tiens, on a franchi un cap. Là, ça y est, ces consignes-là, on les connaît, on les a appris, on est bien. Et puis, encourager tous les joueurs. Même un joueur qui est moins fort ou qui fait plus de bêtises, mais qui ose plus, encouragez-le. Encouragez-le. Il joue 2 minutes, il ressort, ouais putain, mais tu m'as fait 5 conneries, mais c'est pas possible. Le mec, quand il rentre, il est comme ça, quoi. En plus, il a son père dans les tribunes qui met la pression, il rentre chez lui, il en prend une bonne. Ses copains disent, ouais, t'as vu, tu nous as fait 5 passes dans les tribunes, on perd de 2 points, c'est de ta faute. T'as raté 4 lancers francs. Ça, c'est terrible, terrible. C'est un petit harcèlement. Voilà, c'est la mode, ça, en ce moment. Manager les remplaçants, expliquer leur rôle.
évidemment, quand on commence un match, il y a 5 joueurs qui commencent un match. Si on pouvait commencer avec les 10, ça serait bien, mais on peut commencer qu'avec 5. Donc quelquefois, il y en a qui ne comprennent pas. Mais attends, tu ne m'as pas fait rentrer dans le 5, un joueur comme moi. Bon. Donc il faut les manager, ceux-là. Il faut leur parler le matin. Il dit, tiens, tu vois, là, je vais laisser ce joueur-là, là, je vais mettre l'intensité pendant 3-4 minutes. Quand tu vas rentrer, il faut que tu amènes un plus. C'est toi qui vas le faire, ça. Et c'est pour ça que je fais ce choix-là. Lui expliquer. Il comprend. Il rentre plus facilement dans le match. Moi, une année, je vais donner un exemple aussi, on va à Dax jouer. Et l'Américain, dans le match, pas bien. Kyle Presnack, je ne sais pas si vous connaissez, un mec qui était un bon joueur. Et dans le match, il met 6 points, on gagne quand même là-bas, etc. Et puis je dis, mais ça va pas et tout. Ouais, le mec en face, il met des coups de pied dans les couilles, tout le match et tout ça, il me fout à les mains. Je dis, ah bon? Bon. Il dit, t'inquiète pas, il y a un match retour. Match retour, je fais rentrer un gars qui s'appelait Merveille Makunda, je ne sais pas si vous connaissez. Bon. Qui avait des soucis, hein, qui avait eu des nœuds dans sa vie, qui n'avaient jamais été défaits, donc ça bloquait un peu au niveau des oreilles. Ça arrive, on en a tous des joueurs comme ça, et on en aura toujours. Donc j'ai dit, dis donc, toi tu rentres, première action, tu rebonds, tu nettoies un peu le mec là, bon. Mais j'ai dit, tu fais attention, hein, ah bah il a été au rebond, plié, pour jouer du match. Bon, il sort, au bout de 3-4 minutes, il me dit, ah t'as vu, j'ai fait mon boulot. Bon. Oui, mais bah, tu m'as demandé ça. Je dis non, tu m'as demandé ça. Je dis, de temps en temps, fais ce que l'autre il avait fait quand. Bon. Et à la fin, le Nimeta il vient voir et puis il me dit, ouais, c'est pas normal, ton mec il a fait, etc. Bah, je dis, j'avais demandé de faire un peu la même chose que ce que tu avais fait au match aller. Bon, il l'a pas bien fait ou il l'a fait moins discrètement. Bon, ceci dit, ça nous a permis à la maison d'avoir un joueur en moins qui est pivot, qui est un bon joueur, et à la place, bon, on a gagné. Mais ça, c'est des choses, quand je dis manager les remplaçants, c'est pas faire ça. C'est leur expliquer le rôle. Voilà. Quand tu vas rentrer, tu as 3 choses à faire, par exemple. Tu mets une intensité défensive, tu t'arraches sur tous les ballons. Voilà. Ça, c'est un truc que tu dois mettre tout de suite en place. Bon, nous, toi, par contre, tu rentres, ça, c'est le rebond. Le rebond, tu as les qualités, tu sais toujours te placer. Voilà, tu nous prends, il faut que tu nous prennes 5-6 rebonds dans le match. Voilà. Il a son rôle. Il connaît ce qu'il va faire, ce qu'il a à faire. Ça n'empêche pas de faire autre chose, hein, mais il a des consignes qui sont précises. Et ça, c'est manager les remplaçants. Évidemment, il faut être exemplaire vis-à-vis des arbitres. Dès qu'il y a un coup de sifflet, si vous critiquez, ben, les joueurs ils prennent un peu modèle sur vous. Et comme des fois ils sont frustrés, qu'ils ratent des choses, ils font des erreurs, et ils reportent ça sur l'arbitre parce qu'il n'a pas sifflé la faute. C'est tellement facile. Donc si vous avez vu faire ça avant, ben, il va faire la même chose. Alors, mettre la pression sur les arbitres, c'est un métier, etc. Mais il faut quand même avoir une relation qui soit saine entre les gens, hein, pour fonctionner. Et puis, retour au vestiaire, gagné ou perdu, il faut avoir un débriefing qui soit pédagogique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, les joueurs quand ils arrivent au vestiaire, quelquefois il y a eu de la frustration, quelquefois il y a eu de l'incompréhension, quelquefois les joueurs ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé avec le coach, avec un coéquipier, etc. Donc le retour au calme il est important. Je vais vous expliquer nous comment on faisait. Les débriefings, on en faisait, hein, la force des choses, mais très court. Les débriefings d'après-match très courts. Par contre, le lundi matin, quand on était à la vidéo, et puis voilà, là on détaillait plus les choses. On expliquait plus, voilà, le pourquoi du comment. Hein, parce que quand on gagne, on ne se pose jamais la question pourquoi on a gagné. On ne se pose jamais quand vous avez gagné. On a gagné parce qu'on a été à droit 3 points, parce qu'on a raciné les 100 francs, parce qu'on a joué un contre 1, parce qu'on a bien défendu, parce qu'on a pris 8 rebonds offensifs de plus que l'autre. Bon, voilà, ça c'est une analyse. Mais quand on perd, savoir pourquoi on a perdu. Les joueurs, vous leur posez la question, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Pourquoi on a perdu ce soir? Bon, on n'a pas bien joué, oui, mais c'est ok, mais c'est pourquoi on n'a pas bien joué? Bah, parce qu'on n'a pas été à droit. Mais pourquoi on n'a pas été à droit? Bon, ils ne savent pas. L'analyse d'une défaite, c'est quelque chose qui se prépare. Et donc, c'est pour ça que dans le débriefing pédagogique, il faut être très calme, très serein, encourager, amener de la confiance.
puis dire, voilà, bon, cette semaine, tranquillement, à l'entraînement, on a une semaine devant nous, on va essayer de repenser un peu le schéma, voir les conséquences de la défaite, comment on peut améliorer les points forts, les points faibles, etc. Gestion des personnalités. Alors, j'ai mis exprès pour les enfants, par les enfants, les gens qui ont moins de 18 ans. Vous avez à l'entraînement un jeune qui est hyperactif. Donc, qui est toujours à bouger, qui court, il a un ballon à aller chercher là-bas, il va y aller, il écoute pour l'entraîneur, il est là-bas, etc. Qu'est-ce que vous faites? Arrive ça, non? Vous n'avez pas de ça? Vous n'avez pas de problème comme ça? L'hyperactivité, aujourd'hui, c'est dans l'éducation, ça arrive, hein, dans les écoles, c'est un sujet qui est abordé pour les professeurs en pédagogie, parce que ça arrive. Alors après, on appelle ça des fois des surdoués, parce que les mecs, ils s'emmerdent à l'école, donc ils font autre chose, ils perturbent la classe, ils s'emmerdent à l'école. Surdoués, c'est autre chose. Mais les hyperactifs dans le sport, ça existe. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un mec qui est hyperactif à l'entraînement? Vous le laissez comme ça, vous le cadrez, vous êtes toujours sur lui, vous le laissez faire, vous l'excluez du groupe, que vous faites? Ça, c'est une vraie question, non? Vous êtes... Pardon? Vous avez prévenu déjà ce qu'on fait. Ouais, ça c'est bien. Je pense qu'il faut le dire, il faut le faire. Il faut prévenir les autres. C'est important. Peut-être donner des missions justement pour qu'ils puissent Canaliser leur énergie. Il faut... Oui, c'est ça, il faut leur donner... Va chercher les plombs. Hop. Vous n'avez même pas fini la phrase, il est déjà parti. Bon, alors comme il va vite, il fait... Bon, c'est bien, parce que comme ça perd moins de temps. Il ne se rend pas compte qu'il fait quelque chose qui va servir à l'équipe. Et son hyperactivité, il faut la canaliser. Alors là, je parle comme un livre, hein, c'est facile à dire, hein, et quand vous avez des gamins comme ça, je peux vous dire que c'est pas pareil. Hein. Bon. De temps en temps, vous êtes 11 à l'entraînement, nous, si on se faisait, c'est qu'on le faisait tourner. Dès qu'il y a un qui marquait un panier, hop, tu rentres à la place. Hop, alors, donc, il voyait les autres aussi, qui étaient beaucoup plus... voilà, mais il se rend compte aussi que lui, il était sur le bord du terrain comme ça. Il marque pas de panier, ça m'énerve. Il est hyperactif, il est énervé, il est bon. Donc, mais le fait il y a un panier marqué, hop, il y va. Vous libérez des énergies. Il faut que de temps en temps, il voit aussi ce qui se passe à côté. Et dans un groupe, c'est pas quelqu'un de facile à gérer. Quelquefois, et moi ça m'est arrivé, c'est de faire des passerelles avec une autre équipe. Par exemple, il est U13, bon, il est hyperactif, il est avec le U15. Le U15 déjà c'est un peu plus nerveux, c'est un peu plus vite, c'est un peu plus... Ah, oula, attention, là il dit, attends, là il a trouvé son maître. En 1 contre 1, il n'arrive plus à jouer pareil, il n'arrive plus... Il faut le faire redescendre après. Mais le fait d'avoir une passerelle, de le faire monter dans une autre catégorie, ça lui permet de voir que, bon, bah, là dans cette catégorie-là, il est hyperactif, il est peut-être plus fort, il est peut-être plus vite, etc. De l'autre côté, c'est plus pareil. Alors, il ne faut pas le laisser non plus avec les U15, parce que des fois, il perd tous les repères de ses copains, parce qu'il les aime, ses copains, quand même. Hein. Mais, il faut faire voir que, voilà, ça existe aussi, des autres options. Ensuite, l'enfant introverti. Le mec, comme ça, alors qu'il se fait foutre de lui. On lui parle mal, on l'harcèle un peu. Bon, attention, là, il faut être... Là, l'entraîneur, il faut qu'il soit vigilant par rapport aux réflexions des autres. Stop, on arrête. C'est un coéquipier, il joue avec vous. Il n'est pas là pour être le bouc émissaire. Hein, souvent, dans une équipe ou dans un groupe de travail, c'est la même chose. Toujours le mec qui est un peu moins leader, qui est un peu effacé, on se fout toujours de sa gueule, il a toujours... Bon, ça, c'est pas bon. Et là, vous êtes garant de ça, vous, hein, les entraîneurs. Vous y pensez. L'enfant qui est plus doué techniquement que les autres, il joue tout seul, il fait pas de passe. Il est... Alors, il comprend pas que les autres soient pas au même niveau que lui, déjà. Ça, c'est la première chose. Il comprend pas. Il dit, bah attends, moi, si je peux aller au panier tout seul, et puis, de toute façon, mon père, il m'a dit, si je mettais pas 20 points, il me pose un de rentrer. Donc, il y a toutes ces... Parce qu'on ne sait pas ça, mais il y a toutes ces attitudes-là hein, qu'il faut manager.
Bon, lui dire, tiens, bon, tu fais pas de passe, mais à chaque fois que tu fais une passe, c'est comme si tu marquais un panier. Lui expliquer les choses. Il peut les comprendre. Il peut les comprendre. Et si vous lui dites rien, le mec il joue toujours de la même façon. Hein. Il joue toujours pareil. On lui dit par exemple, les shoots, il faut que tu sois ouvert. Il ne faut plus que tu fasses des tirs, là tu jettes le ballon comme ça. Non. Là c'est fini ça. Pour des tirs où là tu vas travailler. Si tu as les mecs qui viennent aider, ben là il faut que tu arrives à faire des passes. Là quand tu arriveras à faire ça, tu auras franchi. Bon, le développer, le faire progresser et lui faire entendre que pour franchir un cap, ben, c'est par là qu'il faudra qu'il passe. Au lieu de jouer tout seul et puis de fournir un basket qui est individualisé à mort. Dans cette génération-là, on en rencontre hein, des jeunes qui veulent le créer pour eux et tout seul, sans partager avec les autres. Là, vous devez intervenir. L'enfant qui est soumis à la pression de ses parents. Alors, les parents, je ne sais pas si un jour vous êtes dans les tribunes à voir un match du U13 ou un match du U15, mais il faut voir ça. Hein. Alors les parents, des fois, moi une année à Lyon, en U15 France, 2 familles, 2 pères de la même équipe. Hein. On a fait venir les flics, hein. Ils se sont battus dans les tribunes. C'est inimaginable. Des questions de jalousie, des questions, ouais, pourquoi ma fille, ouais, pourquoi elle ferait pas ça, mais bon, voilà, des trucs de fou. Et c'est les gamins qui en subissent les conséquences après, parce que quand ils sont sur le terrain, vous avez jamais regardé un match de basket où les gamins ils regardent leurs parents quand ils marquent un panier ou quand ils ont fait. Ça n'arrive pas ça. Alors je ne vous parle pas de la gestion des parents quand ils viennent vous voir à la fin d'un match, ils disent hey, dis donc, hey, mon fils là, il a joué 14 minutes, pourquoi il n'a pas joué 17 comme la semaine dernière? Il faudrait qu'il m'explique, hein, parce que ça. Bon, ça vous le rencontrez, et puis si avec ça. Mais ça existe. Ça existe. Alors là, c'est pareil. Avertir l'enfant, lui dire bon, écoute, tes parents, c'est bien. Quand tu es chez toi, tu as une éducation qui te. Voilà. Quand tu es au basket, voilà, prends du plaisir. Amuse-toi. Amuse-toi. Ne sois pas là pour dépendre de quelque chose ou d'un rêve que lui, il n'a pas réussi. Son père, je parle. Et les enfants qui abandonnent dès qu'ils ne réussissent pas ce qu'ils veulent faire, ça arrive aussi. Le mec, il rate un truc, alors sors-moi, changement, j'en ai ras-le-bol et tout ça. Laissez-les sur le terrain. Laissez-les sur le terrain. L'échec, il ne faut pas que ça soit un abandon. L'échec, c'est pas grave. Dans la vie scolaire, il y a beaucoup d'enfants qui ont été en échec scolaire et qui ont réussi après. 75% des chefs d'entreprise en France sont autodidactes. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'est pas scolaire qu'on est dans l'échec quand on est enfant qu'on ne va pas s'en sortir dans la vie. Après c'est un autre encouragement, c'est une autre façon d'aborder voilà, ce que tu le fais bien, mais bon voilà, dans la finition, prends ton temps, essaye de moins t'énerver, d'être plus à tes appuis, tu vois, faut que expliquer quelque chose de technique, peut-être de mental, peut-être, voilà, ayez cette approche-là avec eux. Alors attendez, j'ai juste une chose à refaire sur la communication. Voilà. La communication, c'est quoi? Donc sur les aspects, je dirais, mental et tout ce qui concerne la façon de parler aux gens. Voilà. Bon, moi, dans l'aspect mental, il y a des choses qui me paraissent hyper importantes, c'est la confiance. Les gens qui vivent dans la terreur de l'échec, il y en a plein comme ça de personnes, on ne s'en rend pas compte ici. Ils réalisent jamais qu'ils ont un vrai potentiel. Ils ne se rendent pas compte que tous les êtres humains aujourd'hui, ils ont du potentiel. Ils peuvent le développer ou pas, selon ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. Et la confiance, si on n'apprend pas à échouer, on échoue à apprendre. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est Sahar, c'est un écrivain américano-israélien qui est spécialisé dans le domaine de la psychologie et qui dit ça. Il dit si on n'apprend pas à échouer, on échoue à apprendre. L'erreur, on en fait tous des erreurs. Tous. Dans notre vie. Tous des erreurs, on en fait. Des fois même, on est hypocrite.
L'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, c'est... je vais vous donner un exemple. L'hypocrisie, c'est... Je vois un radar. Oh, putain, je me mets à 90. Dès que j'ai passé le radar, je le remets à 120. Ça, c'est l'hypocrisie. Il y a un système, il y a une règle. Bah, c'est ça l'hypocrisie. Ah, mais tout le monde fait ça. L'erreur, elle est régulière. On fait des erreurs dans la vie. Quand je m'adresse à un joueur ou à une joueuse, j'ai certainement blessé des gens des fois en parlant avec eux. Parce que je ne savais pas communiquer comme aujourd'hui je l'ai, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai tout ça. Pour amener de la confiance, il faut amener le joueur à réussir. Et il faut qu'il arrive à trouver sa zone de confort. Il faut amener le joueur à réussir. Des déclics, par exemple, au niveau scolaire, quand des enfants qui n'arrivent pas, et puis à un moment donné, ça y est, ils deviennent autonomes. Par exemple, moi j'ai une petite fille qui a 9 ans. Elle rentre de l'école, première chose qu'elle fait, elle goûte, évidemment, et puis après, elle va tout de suite, mais pas besoin de lui dire, elle va dans sa chambre, elle fait ses plats. Elle revient. Elle dit, papy, tu peux regarder, c'est bien, c'est propre, c'est nickel, ça t'as bien. Je peux aller jouer? Elle a compris le truc. Son frère, pas du tout là-dedans. Il n'a pas du tout d'autonomie. L'autre jour, il avait un cross, par exemple, à l'école. Il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il voulait finir premier. Il finit deuxième. C'est pas mal, hein, deuxième. Hein, c'était sur le podium. C'est un truc, ouais, mais c'est premier. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et des générations comme eux, la génération Z, il faut les sortir de ça. Il faut chercher à valoriser le jeune dans tous les aspects de sa personnalité. Tous les aspects. Sur le terrain, en dehors du terrain. Au final, le jeune qui vient au basket, il doit se sentir bien dans le groupe. C'est ça la confiance. Il doit se sentir bien dans le groupe. Dans son être, pour être capable de... Il faut qu'il se libère pleinement. Quand il vient faire du sport, le sport, ça sert à ça sert à dépenser des énergies, à canaliser des énergies aussi. Et de temps en temps, quand voilà, quelqu'un qui a des qualités, par exemple athlétiques, physiques, etc., qui va aller très très vite et qui va perdre le ballon, parce que ça, laissez-le, c'est pas grave. Parce qu'un jour, il maîtrisera sa technique, et sa maîtrise de technique, vis-à-vis de sa vitesse, ça lui permettra d'être là. Si vous lui dites arrête ça, il restera toujours là. La gestion de l'échec. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Ça, c'est pas moi qui le dis non plus, c'est Henry Ford. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que échouer, rater quelque chose, ou faire une erreur sur le terrain, voilà, une fois, deux fois, trois fois, quand on est dans les apprentissages, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'au bout d'un moment, la personne qui est la plus malheureuse, c'est celle qui fait l'échec. Donc si vous rajoutez en plus une couche là-dessus, vous pliez le mec, c'est fini, il est mort. Il faut comprendre l'évolution de la progression. Pour mieux accepter l'échec et mieux comprendre la réussite de vos élèves, il est important de connaître les 4 phases de l'apprentissage. 4 phases de l'apprentissage. Les phases de l'apprentissage, bon, alors c'est ce qui se passait avant, on avait le stage initiateur, initié. Moi je suis très clair avec ça et je crois à ça, mais alors sans avoir de certitude, parce qu'il ne faut pas avoir de certitude dans la vie, ou il ne faut pas en avoir, mais en avoir pas trop. C'est, je pense que les tout petits, il faut que ce soit les meilleurs techniciens pédagogues qui les entraînent. Parce que si au départ ils n'ont pas les bonnes bases, c'est fini. C'est fini. La fille ou le joueur qui shoot comme ça, il shootera toute sa vie comme ça. Et c'est très... Vous prenez une barre en fer, vous la tordez facilement, vous la remettez droite, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est pareil pour les apprentis. L'initiation. L'apprentissage, le perfectionnement, le développement du jeu. Voilà. 4 phases. Véhiculer une bonne énergie, ça me paraît aussi bon, travailler dans une bonne ambiance. Hein, quand on voit des fois, moi j'ai été voir des entraînements bon, des équipes qui ne gagnaient pas des fois, les mecs ils arrivent dans la salle le matin, pas la banane, c'est terrible. Hein, moi
joueur qui s'appelait Franck Tellis, quand j'étais à Cholet, un mec qui a joué en NBA, une grosse carrière, etc. Le mec, tous les matins, il était à la porte de mon bureau, assis. Coach, no practice today. Tous les jours. Tous les jours. S'entraîner en marchant. Par contre, dans les matchs, très fort. Qu'est-ce qu'on fait? Le mec qui n'aime pas s'entraîner, mais qui est très bon. Et je disais, pour être très bon, il faut s'entraîner. Enfin, pour durer dans le temps, il faut s'entraîner. Comment? Donc, au mois de décembre, on a été obligé de le couper. Vous devez vous donner une bonne image de vous-même aussi. Hein, c'est important d'être quelqu'un qui se connaît, qui a de l'empathie, qui est convivial, qui respecte les autres, qui sait écouter. Parce que cette génération-là aussi, elle a besoin d'être écoutée. Quand ça ne va pas, et que vous avez un entretien avec quelqu'un, le fait de l'écouter, vous allez voir, derrière, ça va beaucoup mieux. Alors quelquefois, vous avez la tendance à parler plus que celui qui a besoin de parler. Ça, c'est une connerie. Hein, on apprend à marcher, on apprend à lire, mais on n'apprend pas à écouter. Apprendre à écouter, c'est un art. C'est quelque chose qui est primordial dans la communication. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. On a parlé de la séance d'entraînement, de la compétition. Il y a aussi est-ce que avec cette génération-là, sur les temps morts, est-ce que tout ce qui est communication et responsabilité nous amènerait à justement laisser une première partie pour les gens? Ouais. Alors, vous savez qu'un temps mort, ça dure 1 minute. Vous êtes d'accord? Pardon? 50 secondes, mais bon, on se remettre en mouvement. Les 15 premières secondes, il n'y a pas de concentration parce qu'on est essoufflé, parce qu'on est épuisé, etc. Les 15 secondes d'après, c'est là qu'on est le plus efficace pour comprendre des choses, respecter les consignes. Combien de fois, après un temps mort, vous avez un joueur ou une joueuse qui dit mais attends, mais je viens de prendre un temps mort, on a expliqué ça, je ne peux pas tout faire. Combien de fois? Ça vous est jamais arrivé? Est-ce que ça vous est arrivé? Quand on disait concentration, et moi j'en ai discuté avec les gens comme ça, je leur ai dit mais attends, mais j'ai compris le truc, je sais qu'il fallait faire ça, mais connecter à autre chose. Connecter à autre chose. C'est-à-dire, quand on dit la génération Z, c'est connecter à autre chose. Ensuite, il y a la plaquette. La plaquette qui rassure l'entraîneur. La plaquette, c'est le truc qui rassure l'entraîneur, parce que vous écrivez dessus, vous écrivez à l'envers. Alors les mecs, ils regardent pas, ils savent pas, voilà, ils en ont pas. Et puis, vous avez compris, voilà. Premier truc, j'ai oublié mon genre. Et, résultat, le mec, mais c'est pas possible, j'ai pas de temps mort, tu sais pas comment. Les temps morts, c'est quelque chose, et tu as raison de le dire, moi je pense que c'est tout à fait ça. Il faut qu'à un moment donné, et d'ailleurs, ils respecteront plus, ils se disent les choses entre eux, que toi si tu les dis. Toi, tu es là, à un moment donné, l'entraîneur il doit être là pour arriver à être dans le flow. Le flow, c'est quoi? C'est que les gens ils vivent en autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'intervenir pratiquement, sauf sur des aspects tactiques. Mais ça, c'est la préparation de la semaine, où c'est là qu'il faut travailler. Mais après, sur un temps mort, un truc comme ça, vous avez gagné des matchs, vous, sur un temps mort? Peut-être, tactiquement, il y a peut-être des choses à voir, je ne sais pas, hein, il y a un petit changement. Moi, j'ai gagné des matchs, des fois, sur des situations où on était en avant, on passe en zone. Bon, voilà, donc ça a marché, bah, tant mieux. Le mec, il a tu leur as dit à la mi-temps, machin. Ah oui, tu leur as dit à la mi-temps, mais comment ils ont changé? J'ai juste un truc de défense, voilà, mais c'est mieux, pourquoi? Tu sais pas pourquoi, des fois, tu sais pas. Donc tu contrôles rien. Des fois, on veut faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein, les temps morts, c'est les mecs qui demandent 3 temps morts en 1 minute à la fin. Vous savez, ça maintenant. Toujours la même. Tu changes hein, sur le pic, tu changes sur le pic, tu m'as dit tout à l'heure, on prend les temps, j'ai changé ce pic, et le mec, hop, merde, tu as dit de changer. Bah, oui, non, 2 temps morts pour ça, ça sert à rien. Voilà.
Et vous êtes plié. Et à la fin, -2. Je te dis. Cette génération-là, il ne faut pas être là-dedans. C'est-à-dire que, et on peut les comprendre, hein, ils sont tellement occupés, leur cerveau est tellement occupé toute la journée que un truc comme ça, une consigne, mais même chez les pros, hein, je te parle, là je te dis ça chez les pros, hein, c'est pas chez les jeunes. Ils sont là-dedans. C'est comme ça. Alors ça peut énerver. Le mec qui a préparé sa séance, sa saison, son truc, il perd un match de 2 points puis il ne monte pas, ça peut énerver. Après, il a tout le monde sur le dos. Hein, récupérer les autres. Autre chose? Eh bien écoutez, ça a été un plaisir de partager ce petit moment avec vous. J'espère que je ne vous ai pas raconté trop de conneries. J'espère que vous allez bien finir le stage. D'abord, c'est une très bonne initiative de la Ligue régionale de Bretagne de faire ce genre de formation, parce que c'est en échangeant comme ça qu'on apprend et qu'on peut avancer dans notre métier. Si c'est votre métier, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est le mien. Et puis, ben, ça, c'est la vraie vérité, le terrain. Pas, moi, je ne vous raconte pas des histoires que j'ai vécues dans le livre de Malo ou je ne sais pas quoi. Non, c'est des trucs que je vis sur le terrain. Donc, ça existe. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, d'échanger avec vous, parce que vous êtes aussi concernés par ça. Vous vivez des choses sur le terrain, et quelquefois de dire, voilà, moi j'ai vécu ça, et comment tu ferais pour le faire? J'ai pas de solution des fois. Hein, parce que forcément, dans les formations de cadre, on n'a pas tout ça aussi. On ne sait pas tout ça. Mais les cliniques, ça sert à ça. Et encore, merci d'avoir assisté à cette petite intervention. Ouais, et je crois que...